Bonjour, bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. Ici on parle d'histoire et d'actualité avec un prisme décolonial, c'est-à-dire qu'on fait des liens entre l'histoire coloniale et notre actualité du présent. L'objectif, ça va être de découvrir ensemble des choses, donc je suis pas un spécialiste, je peux me tromper, n'hésitez pas dans les commentaires à écrire des choses où vous n'êtes pas d'accord, comme ça je pourrais moi aussi évoluer, donner des sources, des choses constructives pour qu'on puisse tous et toutes ensemble apprendre. Si vous voulez nous soutenir, on a créé un site web qui s'appelle histoirecrépue.fr sur lequel vous pouvez directement aller nous soutenir, ça passe pas par Tipeee, ça passe pas par YouTube, par Amazon, par quoi que ce soit. Et du coup, si vous voulez nous soutenir le plus efficacement possible, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir, c'est important. On va commencer directement ce live en parlant de l'affaire Wanis. Donc, on va commencer par lire un article qui est paru sur le Bondi Blog, parce qu'ils font toujours un super travail pour couvrir tout ce genre d'événements. Marche pour Wanis, personne ne devrait mourir comme ça. C'est un article qui est paru le 22 mars 2024, 8 jours après le décès de Wanis dans une collision avec une voiture de police à Aubervilliers. Près d'1 millier de personnes ont participé à une marche blanche à La Courneuve, sa ville d'origine, pour réclamer justice. Jamais je n'aurais cru prendre la parole en public pour évoquer la mort de mon frère. Le grand frère de Wanis rassemble ce qui lui reste de force pour remercier les personnes présentes à la marche blanche. À ses côtés, les portraits de Wanis R et Ibrahim H, toujours hospitalisés, regardent la foule qui s'amasse peu à peu. La marche blanche se déroule le jour de l'anniversaire du jeune homme décédé. Il aurait dû avoir 19 ans. Le 13 mars dernier, Wanis R est pris en chasse par la police après un refus d'obtempérer selon les forces de l'ordre. Il est percuté quelques instants après par une voiture de la brigade anticriminalité d'Aubervilliers, venue en renfort et arrivant à contresens. Le passager Ibrahim H, 19 ans, souffre de fractures au bassin et à la cheville. On va directement regarder, je sais qu'il y avait une vidéo du discours du frère de Wanis. Ça va être très difficile de m'exprimer devant vous, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je me présente, grand frère de 5 petits, dont Wanis qui aurait dû fêter ses 19 ans aujourd'hui. Mon petit frère a été tué par la police. C'est cette police qui a décidé de lui ôter la vie injustement. Là, on voit vraiment le discours sur la responsabilité de la police. Il y a des images qui ont été prises de ce moment-là, mais peut-être que c'est un peu trop choquant pour qu'on se les regarde à nouveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vidéo, on voit le scooter qui avance, la voiture de police qui arrive à contresens et qui percute le scooter. Ça rappelle plein d'autres morts de jeunes suite à des courses-poursuites avec la police. Je suis moi-même grand frère, donc j'imagine la douleur et la violence de ce que c'est que de prendre la parole dans ce genre de circonstances. Moi, ça me touche en tout cas. Je tiens à rajouter que nous cherchons que justice, indépendante en dehors de Bobigny. Pas de violence, pas de débordement, ni buzz. Ça, c'est intéressant. En dehors de Bobigny, je pense qu'il doit se dire qu'il va y avoir des problèmes sur le traitement de l'affaire si ça reste à Bobigny, donc le tribunal qui, a priori, a l'air d'avoir été choisi pour l'instant. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que pour l'instant, il a choisi de préserver son anonymat. Il était avec Assa Traoré aussi. On est passé voir Ibrahim à l'hôpital. Baissez-vous. On est passé aussi voir la maman de Wanis avant de venir et Ibrahim tenait à dire quelques mots. Donc c'est des mots qu'il adresse directement à Wanis. Il dit: j'espère que tu vas bien, où tu es et que tu es au paradis. Je t'aime mon frère, mon ami. Ta famille est venue me voir, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère te rejoindre au paradis. Je regarde tes photos tous les jours. J'ai tellement mal. Que justice soit faite pour toi mon frère. Merci pour le soutien, merci pour tous. Je suis à l'hôpital et mon corps est blessé partout. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que tu sois pas là. Je t'aime, Wanis, Ibrahim. Il a l'espoir dans le fait que la justice les condamne et je suis plutôt pessimiste quand on voit les affaires similaires. C'est vrai qu'on peut commencer à être pessimiste quand on a vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, même l'affaire Naël, l'affaire Adama Traoré et plein d'autres affaires, mais en même temps, là il y a le fait que c'est des affaires qui s'accumulent et il y a une solidarité entre les familles de victimes. Et il y a aussi une capacité de réaction qui est hyper rapide, c'est-à-dire qu'il y a un moment où directement les familles prennent en charge politiquement et médiatiquement le fait de demander justice. Mais ça fait vraiment des années, genre les années 60, 70, 80, il y en a eu des trucs comme ça, mais au niveau de la structuration du mouvement militant, on a eu une sorte de baisse dans les années 2000, et là c'est en train de revenir, de se restructurer et surtout d'être dans la tête de beaucoup de monde. Et en plus, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, l'affaire Wanis, elle a pas déclenché une énorme flambée de révolte comme ça a été le cas pour l'affaire Naël. Je sais pas exactement pourquoi, vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires si vous avez des avis. On en vient à ce témoignage exclusif. Ibrahim, le passager du scooter percuté la semaine dernière après un refus d'obtempérer, a accepté de nous livrer sa version des faits et elle contredit celle des policiers. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même repris le discours percuté après un refus d'obtempérer, ça c'est la version des policiers, mais ensuite elle annonce quand même que la version du jeune contredit celle des policiers. Donc là on a déjà une remise en question du discours policier sur une télé comme France 3, et on sait que France 3 c'est une télé qui est regardée majoritairement par des personnes qui ont quand même plus de 60 ans. Les images témoignent de la violence de l'impact mortel. Là vous voyez le scooter qui arrive, donc il va dans ce sens, donc il va du bas de l'écran vers le haut, et vous avez un taxi qui est ici, et vous avez la voiture de police qui est en train de tourner ici. Sur cette vidéo,
on voit le scooter de Wanis heurter de plein fouet une voiture de police de la BAC. On a été poursuivis par une équipe de la Courneuve. Il y a une deuxième équipe qui a essayé de nous renverser, mais ils n'ont pas réussi. Et quand on arrive à Aubervilliers, ceux qui nous ont renversés, ils n'avaient pas de gyro. Et c'est intéressant parce que là, il explique bien qu'il y a d'abord eu une tentative de renversement par une voiture qui n'était pas banalisée. On est juste après les faits, les policiers de la BAC le traînent jusque sur le trottoir en attendant les secours. J'étais un peu plus loin et quand j'étais conscient, ils ont dit qu'ils avaient réussi leur coup et s'il n'y avait pas de caméra autour. Son avocat vient de déposer une double plainte pour lui et au nom de la famille du conducteur décédé. Il se trouve que le policier a décidé volontairement de changer de voie et de se mettre en sens inverse. Le policier savait pertinemment, en changeant de voie, que le scooter arrivait en face. Donc c'est souvent lui qui est engagé sur les longues affaires où il va falloir contester la version policière, ça va prendre des années et des années. Maître Bouzrou d'ailleurs, on va peut-être checker ce qu'il raconte sur X. Ni garde à vue des policiers, ni ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge indépendant sur la mort de Wanis percuté par la BAC. On comprend mieux quand on sait que l'enquête est dirigée par ce procureur. Ah, c'est pour ça qu'il disait, le frère, je veux pas que ce soit le parquet de Bobigny qui traite l'affaire, parce que le fameux procureur, c'est monsieur Éric Matet, donc en compagnie de la BAC 9-3 pour patrouille nocturne à découverte des points chauds du 9-3. Il se passe toujours quelque chose dans le 9-3. Les gars partent en mission, je sais pas, c'est The Wire, mais ouais, on n'aime pas. We don't like it. C'est un peu hors contexte pour le coup, mais on comprend mieux le personnage en charge de cette information judiciaire. Il n'y a qu'une seule vidéo, mais il y a plusieurs explications différentes. Je vais pas vous remettre le son, mais en gros, là, vous voyez qu'il y a le taxi qui tourne et la BAC qui passe comme ça, quoi, en fait. Mais le fait est qu'il savait, la BAC, que Wanis et Ibrahim arrivaient sur cette voie. Et pourquoi ils sont allés à fond la caisse, sachant qu'ils allaient les rencontrer très très prochainement. En tout cas, l'enquête est ouverte, on va voir ce que ça donne. Il y a une autre image qui est sortie ensuite, le 18, et donc il y a quand même eu des moments de révolte, notamment autour du commissariat de la Courneuve, mais ça n'a pas non plus déclenché, comme ce qu'on a vu autour de l'affaire Naël, de révolte. Ce qui me désole, c'est qu'on va avoir encore un déferlement des racistes qui vont beugler à l'unisson, comme au moment de l'assassinat de Naël. Ouais. C'est souvent ce qui se passe malheureusement dans ce genre d'affaires. Alors, on lit l'article du Bondi Blog. Les premières sources policières imputaient l'accident à Wanis R, qui aurait percuté un second équipage de police. C'est vrai que ça commence mal si les mecs ont commencé à dire que c'est Wanis qui a percuté volontairement. Dans le cortège, Émilie croit revivre un cauchemar. Son beau-frère, Yanis, est mort dans des circonstances similaires en juin 2021 à Saint-Denis. C'est potentiellement la même BAC qui a initié la poursuite de Yanis Frémitel. Et puisque c'est vraiment des affaires qui se répètent, et c'est souvent les mêmes policiers ou bien leurs collègues qui sont encore appliqués, ou même leurs supérieurs qui sont toujours à la tête des mêmes unités. Je crois que c'est la loi Cazeneuve qui change la donne, avec notamment le droit de tirer sur des fuyards de mémoire. On va regarder la loi Cazeneuve parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dans ce genre d'affaires. La voilà, la loi Cazeneuve, donc c'est une loi qui a été adoptée le 28 février 2017, qui est relative à la sécurité publique. Chapitre 1er, usage des armes par les forces de l'ordre. Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui, lorsqu'après 2 sommations faites à voix haute, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées, lorsqu'immédiatement après 2 sommations adressées à voix haute, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Je pense que c'est cet alinéa 3 qui doit être celui qui est le plus remis en question aujourd'hui. Numéro 4, donc, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Donc en gros, c'est les points 3 et 4 qui sont vraiment les points les plus ciblés par des affaires comme l'affaire Naël par exemple, ou ici l'affaire Wanis. Amuse-gueule qui dit le flic, il lit ça, il comprend qu'ils peuvent percuter un scooter en sens inverse sur la voie publique. Peut-être que ça a juste permis de protéger encore mieux les policiers pour pas qu'ils soient poursuivis lors de ce genre d'affaires. Comme si la police allait arrêter d'être raciste juste en changeant un texte. Effectivement. Alors, on continue la lecture de l'article du Bondi Blog sur l'affaire Wanis. On est encore en deuil, déclare un proche des victimes. Il ne méritait pas ça,
et tous ceux qui disent le contraire ont tort, insiste le jeune homme blessé par les commentaires lus sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens ne mesurent pas à quel point c'est violent, tous les commentaires insultants qui sortent juste après les morts de ce type. La Courneuve a connu depuis le 13 mars quelques soirs de révolte. Des renforts policiers ont depuis fait leur apparition, loin de calmer les rancœurs. Le jeune homme égrène quelques noms de familles de policiers. Ceux-là, ce sont les pires, tempête-t-il, qui connaissent les keufs, quoi. 4 mères de la Courneuve évoquent elles aussi des brutalités policières sur leurs fils. Les familles de Wanis et Ibrahim ont reçu le soutien du maire de la ville, Gilles Pou. Sans écharpe d'élu, il marche parmi la foule et décline toute prise de parole devant les médias. Je trouve ça intéressant quand même parce que là, il n'a pas fait le buzz médiatique en prenant la parole partout pour se remonter dans les sondages, etc. Donc je trouve que c'est plutôt pro et cool comme position à ne pas avoir essayé de tirer la couverture vers lui, quoi. Salima, mère d'un adolescent, ancien camarade de classe de Wanis. D'un côté, je ne veux pas que ce qui s'est passé après Naël se reproduise car ce sont toujours les pauvres qui en pâtissent, explique-t-elle. De l'autre, elle confesse avoir peur quand son fils sort le soir. Quand on est jeune et qu'on grandit dans un quartier populaire, moi j'ai grandi au Lutte à Gennevilliers, t'as un peu ce truc de tu vois la police arriver, on avait genre des formations tortues qui prenaient la cité entière, on avait des CRS qui encadraient toujours la cité à chaque fois qu'il y a eu beaucoup de rixes à Gennevilliers, notamment entre les jeunes du Lutte et de la cité d'à côté à Asnières, et à chaque fois on était enfermés, nassés dans la cité, et on avait des couvre-feux, enfin on avait plein de trucs qui se passent, et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point ça a atteint des milliers de personnes. En fait, c'est-à-dire que dans une cité, ok, il y en a genre quelques-uns qui vont genre être dehors, se révolter, participer au moment d'émeutes, etc. Mais la grande majorité des gens de la cité, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, en fait c'est des gens qui prennent pas forcément part à toutes ces actions et qui pourtant sont impactés par le traitement de la police et de la punition collective à grande échelle. Ça marque durablement les gens et ça crée aussi ce truc dont elle est en train de parler là, elle est soulagée que son fils ne soit plus dans la zone, mais en fait ça crée une espèce de déracinement bizarre où tu sais que si tu restes là, t'es voué entre guillemets à mal tourner ou à être réprimé et du coup c'est dur de s'enraciner et de s'accrocher au territoire dans lequel t'as grandi. Ouais, comme tu dis, amuse-gueule, compliqué de se construire si on déteste sa maison, c'est exactement ça. Éric Coquerel qui réagit, qui est de la France Insoumise. La solution, c'est pas de s'attaquer à des bâtiments publics. J'approuve pas ce genre d'action. Maintenant, il faut aussi... Alors ok, donc c'est un montage qu'Éric Coquerel a fait alors qu'il était interviewé sur France Info et qu'il repartage sur sa chaîne. Et je trouve que le début, ça n'allait pas du tout. En fait, c'est vraiment dommage ce genre d'approche parce que ça fait genre, je condamne, mais je prends du recul et du coup maintenant je peux comprendre et analyser ce qui se passe en ce moment. Il y a une colère, les jeunes notamment ont l'impression que rien n'a été résolu et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec eux. On peut pas, si vous voulez, avoir les réactions par exemple de monsieur Darmanin vis-à-vis des agriculteurs en disant que leur colère est légitime, qu'on demande de la retenue, y compris quand à certains moments des bâtiments publics sont pris pour cible. Il y a eu des feux dans des prés. Ça c'est vrai que c'était incroyable quand même, genre ils ont dit on valide la colère des agriculteurs. Bon, ils ont quand même tourné autour du pot pendant pas mal de temps, mais ça a été globalement montré comme un mouvement légitime. Alors que dès qu'il s'agit de mouvements liés à des violences policières ou la mort de jeunes, là c'est totalement illégitime et décrédibilisé, délégitimé dès les premiers mots. Et c'est ce qu'il a aussi contribué à faire là, Éric Coquerel, même si ensuite il va essayer d'expliquer les choses différemment. Et dire que d'un côté ça on peut le comprendre, et puis d'un autre côté, j'allais dire, ne voir que les effets d'une situation qui n'est pas normale. Un mot qui est plus grave. Et pour les jeunes des quartiers, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne regarde que ça et on oublie en général qu'est-ce qui s'est passé au départ. Après, en même temps, ça fait aussi partie du jeu médiatique de, entre guillemets, montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il doit commencer par rassurer les gens qui l'invitent et qui sont plutôt de centre droit, voire d'extrême droite, avant qu'on puisse écouter son discours. Et ça pose vraiment question sur aussi les espaces médiatiques qu'on nous laisse et comment on peut les investir pour être entendu dans ces espaces médiatiques. Le meurtre de Naël, puisque c'est ainsi au niveau judiciaire, au bout d'un moment, on a eu tendance à l'oublier et on s'en est pris uniquement au caractère violent des révoltes. C'est bien, il a dit révolte. Stratégiquement, c'était bien placé. Wanis, le jeune, il est mort il y a plusieurs jours. J'ai pas entendu beaucoup de réactions. Et là, on s'interroge parce que le commissariat a été attaqué pendant 1 heure. Ouais, ça c'est intéressant aussi. En fait, ils se sont dit, on peut pas buzzer dessus tant qu'il n'y a pas de feu et d'explosion, quoi. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup moins entendu parler de l'affaire Wanis, à part dans les milieux militants, aussi parce qu'il n'y a pas eu tout ce déchaînement de révolte. Je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures en termes de réaction. Pourquoi on se retrouve plusieurs mois après le meurtre de Naël dans une situation où à nouveau on craint l'embrasement. Mais c'est terrible quand même ces images, genre ils tournent en boucle, les images du feu, le truc il a duré 1 heure, ça a dû être vite fait, mal fait, terminados. Vous l'avez dit, c'est le symptôme aussi de maux plus graves dans la société, d'une certaine fracture, on en parle régulièrement, entre les banlieues et le pouvoir représenté là en l'occurrence par ce commissariat, par la police. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Waouh, grosse question, vous avez 30 secondes, et si vous vous répondez mal, c'est fini. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a le fait que c'est un département qui subit toutes les inégalités. C'est qu'il y a un grand mouvement
en ce moment d'enseignants, de parents d'élèves, pour réclamer un plan d'urgence, parce que 5 ans après un rapport parlementaire qui avait diagnostiqué absolument tout ça, il y a une inégalité sur tous les domaines, scolaire, éducation, des travailleurs sociaux, etc. La situation est toujours la même. Donc déjà... J'aime beaucoup vos commentaires. Arrêtez de tuer des jeunes. Très bonne suggestion. Il y a Gwenola qui a écrit « Abolir la police ». Si vous n'avez pas encore cette ref, ce livre « 13-12 raisons d'abolir la police » de Gwenola Ricordo, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire. Et je crois qu'il y a pas mal de vidéos d'autres youtubeurs de gauche qui ont vulgarisé ou qui ont parlé de ce livre. Et nous, on reprend quand même la vidéo d'Éric Coquerel. Après, il y a le rapport avec la police. Bon, force est de constater que là, il y a un mort, un jeune de 18 ans. J'apporte d'ailleurs toutes mes condoléances à sa famille. Il faut peut-être aussi y penser. On a parlé du commissariat. C'est vrai qu'on a apporté notre soutien aux vitrines, aux voitures, au commissariat, mais la famille, personne ne l'a mentionné. Je terminerai là-dessus, mais c'est presque plus la loi qui encadre et qui met les policiers dans une situation où, à un moment donné, en quelques secondes, il faut qu'ils se demandent quelle est la priorité à mettre en avant pour arrêter un jeune qui, par exemple, a un refus d'obtempérer. C'est vrai que ça, c'est vraiment des questions aussi d'encadrement de la police. C'est quoi les directives dans ce genre de situation? Et là, actuellement, on leur a donné le boulevard pour qu'ils puissent faire des percussions. On peut pas se retrouver dans une situation où un jeune est percuté juste parce qu'il s'est pas arrêté. La tête des autres, ils sont là en mode... On ne peut pas penser que la mort est la sanction, finalement, à un simple refus d'obtempérer. Voilà. En fait, il est en train de reprendre aussi beaucoup le discours qui a été développé depuis des années par le comité Adama. On ne mérite pas la mort pour quoi que ce soit. En fait, il y a une justice en France, il n'y a pas de peine de mort. La police coloniale. Justement, en parlant de police coloniale, puisque tu lances l'idée, on va parler d'un livre. Pour comprendre aussi toutes ces questions, il faut aussi ne pas hésiter à remonter dans le temps. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du livre « La domination policière » de Mathieu Rigouste. En tout cas, on va lire un petit passage de Mathieu Rigouste dans La domination policière, édition augmentée. La violence policière n'a rien d'accidentel, elle est rationnellement produite et régulée par le dispositif étatique. La théorie et les pratiques de la police française sont profondément enracinées dans le système colonial. On verra dans ce livre qu'entre les brigades nord-africaines dans les bidonvilles de l'entre-deux-guerres et les brigades anticriminalité, donc les BAC, dans les cités actuelles, une même mécanique se reproduit en se restructurant. Il s'agit toujours de maintenir l'ordre chez les colonisés de l'intérieur, de contenir les territoires du socio-apartheid. Je m'arrête là pour l'instant et on va lire à l'intérieur du livre. Alors, si je me trompe pas, c'est la page 30, en tout cas. Villiers-le-Bel, donc il y a un chapitre qui parle de Villiers-le-Bel, terrain d'essai du nouveau modèle. Et il va parler d'une affaire qui a eu lieu en novembre 2007. Vous allez voir comment Mathieu Rigouste fait des parallèles entre l'histoire coloniale, l'actualité, et comment tous les parallèles qu'il va essayer de mettre en évidence vont aussi nous éclairer sur la manière dont cette histoire se perpétue aujourd'hui. Le 25 novembre 2007, Mouchine Seouli, 15 ans, et Lakami Samoura, 16 ans, sont tués à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise, percutés en moto par une voiture de police. Vous ne connaissiez sans doute pas cette affaire, moi non plus. Ça ressemble étrangement à l'affaire Wanis qu'on est en train d'étudier. Les courses-poursuites et le pare-chocage sont devenus des techniques d'encadrement quotidien des damnés. Quand il dit les damnés, il parle en faisant référence au livre de Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, je vous mets aussi l'image, qui pense la violence coloniale, sachant qu'il vient des Antilles à la base et qu'il est passé par la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a toute une histoire hyper complexe de Frantz Fanon et hyper passionnante si vous ne connaissez pas encore. Et donc c'est lui qui met en place le terme des damnés. Les damnés qui sont ces colonisés. Enfin, je vous laisse découvrir le livre, on fera peut-être des lectures plus précises pour comprendre le terme damné. En tout cas, c'est un terme qui va beaucoup être repris dans la pensée anticoloniale française notamment. Même aux États-Unis, ils vont beaucoup s'inspirer de Fanon pour tout ça. Le fait qu'il y ait un mot spécifique pour ça, pare-chocage, ça montre à quel point c'est fréquent. Alors donc, les courses-poursuites et le pare-chocage sont devenus des techniques d'encadrement quotidien des damnés. Elles appartiennent au répertoire des pratiques que certaines hiérarchies policières tentent parfois, en période critique, de maîtriser par des interdictions de principe. C'est-à-dire qu'elles existent, ces trucs. Il y a des moments, quand vraiment ça fait trop le buzz, on dit non, mais c'est pas, faut plus le faire. Mais le pare-chocage des deux roues est bien une technique de capture jugée efficace, normalisée, instituée, banalisée dans la police des quartiers. Sur les deux roues, faut avoir l'effet de surprise, il faut fermer le rayon de braquage, raconte un baqueux. Et là, on parle de 2007, donc c'est avant la loi Cazeneuve. Pendant 2 jours, la préfecture fait boucler et tente de paralyser plusieurs quartiers de la ville, puis des environs avec des forces de maintien de l'ordre, CRS, gendarmerie mobile. À la version policière propagée par les médias, les jeunes auraient jeté leur véhicule contre la voiture de police, encore une fois ça ressemble à ce qui s'est passé pour l'affaire Wanis, et au dispositif d'occupation et d'encerclement préventif, donc ça c'est ce que moi je vivais dans ma cité, par exemple à chaque fois qu'il y avait un mouvement, une révolte ou quoi que ce soit, il y avait encerclement de la cité complet. À tout ça répondent les premières contre-attaques. Des unités d'intervention, BAC notamment, sont envoyées pour pénétrer les périmètres clôturés, pour y traquer et capturer des suspects.
fait. Une combinaison d'étranglement et de provocation, de coups de poing et de coups de filet est mise en œuvre. Des techniques, des matériels et des troupes sont testés contre les quartiers populaires de Villiers-le-Bel, notamment la combinaison d'unités spécialisées et classiques policières et militaires, anti-bandes, anti-émeutes, anti-terroristes, donc il y a eu la BAC, le RAID, le GIGN. Le lieutenant d'une des compagnies de sécurisation, une force d'intervention rapide affectée sur Villiers-le-Bel, est en l'occurrence un ancien militaire formé au contrôle des foules au Kosovo. Mathieu Rigouste, il aime bien refaire le parcours des personnes qui gèrent ce genre de dispositif, parce que c'est pas n'importe qui s'improvise gestionnaire de la stratégie de la BAC. Sur un principe comparable à celui de la bataille d'Alger, les habitants des quartiers populaires de Villiers-le-Bel subissent une tactique de pacification militaro-policière basée sur des formes de quadrillage et d'action commando de basse intensité. Les cités de la ville sont soumises à une forme de punition collective, un principe directement hérité du droit colonial et qui a structuré toute la répression jusque dans sa partie judiciaire. Elles sont recouvertes sous des nuages de gaz lacrymogène, transpercés par des tirs de flashball et les viseurs infrarouges des troupes d'élite héliportées, balayés pendant plusieurs nuits par les projecteurs et le vacarme des hélicoptères. La révolte de Villiers-le-Bel est restée localisée et n'a duré que 2 jours, mais son intensité a frappé les esprits aussi fort que les nuits d'automne 2005. Elle a pris des formes imprévues. Des habitants de plusieurs quartiers de Villiers-le-Bel et des environs, Goussainville, Sarcelles, Cergy, Garges-les-Gonesse, ont saboté la mécanique policière. Ils ont déstabilisé l'appareil répressif et de nouvelles fissures sont apparues. Les experts des violences urbaines, déboussolés, dénoncent à la fois l'organisation des émeutiers et leur sauvagerie. C'est pourtant bien l'oppression, le mensonge médiatico-politique et la profondeur des inégalités qui ont déterminé l'autodéfense collective, puis les contre-attaques simultanées. Mais vous voyez comment Mathieu Rigouste va faire des liens entre le passé, l'histoire coloniale et les techniques de pacification qui ont existé à l'époque coloniale et les techniques de pacification, de contrôle, de maintien de l'ordre qui existent aujourd'hui dans le contexte français. C'est là où l'ingéniosité de la répression française s'est manifestée le plus clairement et le plus fortement. Alors je vous conseille encore une fois donc la domination policière de Mathieu Rigouste et le dernier projet de Mathieu Rigouste que vous pouvez aller soutenir financièrement, un film qui s'appelle Nous sommes des champs de bataille. C'est parti. Depuis le début des années 2000, j'enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j'ai été fiché par les services de renseignement français. Mais nous avons besoin de mieux connaître cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j'ai décidé d'aller enquêter au cœur de Millipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États. Mathieu Rigouste, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment fouiller, je crois, chaque année à Millipol, donc ce salon de l'armement, pour suivre toutes les nouvelles avancées de l'armement, pour voir qui vend quoi à qui. Et je trouve ça drôle, cette introduction, avec une musique un peu en mode hors noir, Caris. Intéressant. Ah ouais, on est sur de la grosse trappe, je m'y attendais pas, hein. Et lui, c'est l'un des dirigeants du J4, le lobby des industriels de la défense et de la sécurité. Un peu comme le boss final. Ah ouais, il a vraiment gamifié son approche. Il avait fait un film précédemment qui était pas du tout dans cette DA. Je trouve ça très drôle. De certains matériels en sécurité intérieure permet d'ouvrir des marchés à l'export. Oui, à partir du moment où ces matériels, on les estampille, validés par le ministère de l'Intérieur, etc. Alors, est-ce que vous avez compris cette séquence ? C'est hyper important dans le travail de Mathieu Rigouste. En fait, ce qu'il essaye de montrer, c'est que tout ce matériel qu'on teste aujourd'hui en France dans la répression des quartiers populaires, en fait, c'est une vitrine incroyable pour les industriels de l'armement qui ensuite peuvent dire « Regardez comment on a maté cette bête de révolte incroyable qui a eu les gilets jaunes, c'était incroyable, on les a défoncés grâce à cette arme. » Et ensuite, ils vont vendre ça à plein de régimes politiques, militaires dans tout le reste du monde, ou à des sociétés paramilitaires, etc. Et donc Mathieu Rigouste, il va vraiment fouiller ces circulations-là et comment l'industrie de l'armement se nourrit de nos révoltes. C'est de la pub. Ce qui s'est passé pour Naël, pareil. Derrière, ils vont pouvoir dire, grâce à notre nouveau lanceur, je sais pas quoi, on a réussi à faire tant de shoots directs et interpeller et neutraliser tant d'individus, je sais pas quoi, donc on va vendre ça à tel autre régime qui peut être en Afrique, en Asie, en Amérique, peu importe où. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça fait des grosses thunes pour la France, puisque la France fait partie des premiers vendeurs d'armes dans le monde. Ce qui porte les activités de Nexter, c'est le partenariat de confiance qui est en place avec les forces françaises, notamment avec l'armée de terre, depuis très longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des bases militaires en Afrique? Il y a l'intérêt de la France là-dedans, rien que par rapport à ces armes, de les utiliser déjà dans ces pays-là, et en plus contre nous. Toujours pousser plus loin notre volonté d'équiper les forces, avec des armes aujourd'hui qui vont couvrir à la fois les fusils d'assaut, de précision, mais aussi notre gamme de produits non létaux, comme le flashball. C'est ce qui explique
les guerres impérialistes, quoi. C'est un laboratoire d'essai avant que ça va à l'extérieur. C'est des marchés qui sont en croissance, aussi bien en France que partout dans le monde. Des marchés qui sont en croissance. Ouais, j'ai dinguerie, hein. Et là, je peux traiter un individu, là-bas, hein. Je peux traiter un individu, il a dit. Non, vraiment, c'est des ouf. Et nous, quel rôle jouons-nous dans ce système? Et s'il passe par nous-mêmes, est-il notre ennemi intérieur? Peut-on lutter contre lui avec les mêmes armes, au risque de lui ressembler? On ne supporte plus l'injustice. On peut nous voir forts et tout ça, mais on se bat contre nous-mêmes. Lorsqu'on prend la parole, on a l'impression d'être habité, d'être en transe. Au fond de nous, c'est une bataille. Ah ouais, trop intéressant là cette image, avec la police qui patrouille et en même temps cette image, les soldats du désert, Leclerc et les Britanniques, qui parlent de la guerre en fait en Afrique, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y avait des troupes françaises et anglaises qui circulaient dans l'Afrique. Il y a eu des questions coloniales de répartition de l'Empire et tout ça à ce moment-là. Pour comprendre ce qui est à l'œuvre et comment tout ça fonctionne, nous allons enquêter ensemble. Aïe 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 aïe, le robot, aïe aïe aïe, ça c'était Boston Dynamics et la nouvelle version c'est quoi? C'est Cyber Dynamics ou je sais pas quoi. Ils ont commencé à en utiliser apparemment à Gaza de ce robot, on en a parlé dans un live il y a 2 semaines. Ouais, lui il fait très très peur. Voici une carte des rouages et un plan d'évasion. Ah oui, il l'a fait en mode Michael Scofield. Ok, on est hypé ou pas par le film là? Franchement, ça donne envie de le voir, hein. Ça avec l'IA, c'est la fin, ouais, franchement, bah là les robots ils sont lancés, hein. En plus tu peux les shooter et tout, les trucs ils se redressent. On a déjà travaillé plusieurs fois avec Mathieu Rigouste, donc il y a moyen qu'on s'organise une petite visio ensemble. Vous pouvez soutenir financièrement parce que Mathieu Rigouste il fait tous ses projets autoproduits. Donc il y avait aussi le film Un seul héros le peuple qui est sorti il y a un petit moment, et il y a eu un livre aussi qui est sorti. Tout plein de choses que vous pouvez aller voir et qui était hyper passionnant sur en fait les soulèvements en Algérie au moment de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est vraiment un film passionnant. Et là, je vois qu'il a level up, il a une direction artistique encore plus affirmée et tout. On a hâte de voir ça. Donc voilà, ça c'était Mathieu Rigouste, nouveau film, Nous sommes des champs de bataille, et je pense que ça vaut le coup qu'on essaie d'organiser un truc avec lui pour qu'il nous le présente. Bon bah on a vu pas mal de choses sur l'actu,